Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs d'Ecopolis RTV, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore ce jour avec notre émission Plateau Spécial. Vous le savez très bien, le Plateau Spécial, c'est lorsque il y a une actualité. Et quand il y a l'actualité, nous voulons faire recours à ceux qui peuvent nous donner la facilité à comprendre cette actualité. Tout le monde connaît ce qui est arrivé. Le week-end passé, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est retrouvé à Bruxelles dans un cadre purement économique. Mais il a tenu un discours. C'est un discours qui fait parler de lui. On parle un peu partout de ces discours. Et c'est pourquoi je me suis dit, Ecopolis va essayer de pénétrer ces discours du chef de l'État pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs puissent bien comprendre quelle est la pensée du chef de l'État. Est-ce que ce que le chef de l'État a dit, ça va aider le pays? Un pas marqué ou bien un pas de recul? Et pour en connaître davantage tous les contours, j'ai fait appel aux scientifiques. J'ai appelé les internationalistes et les juristes. Et sur ce plateau ce soir, j'ai tout juste à ma droite, au bout. Vous le voyez là-bas, au bout, nous avons, c'est un internationaliste, Monsieur Yannick Nsabou. Monsieur Yannick, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, Monsieur Chamboui, et merci beaucoup pour l'invitation. Ok, tout juste à gauche de Yannick, à ma droite, à moi, nous avons un autre internationaliste. Lui, il s'appelle Roger Dissonama. Monsieur Roger, bonjour. Bonjour, Monsieur Chamboui. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À ma gauche, c'est un juriste que vous connaissez très bien. Il intervient dans beaucoup de nos émissions. C'est Simon Lusonso. Bonsoir, Simon. Bonsoir, Monsieur Chamboui. Grand plaisir de te retrouver ce jour autour de Plateau Spécial. C'est à moi de vous remercier, surtout remercier aussi les co-débatteurs qui sont devant moi. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs d'Ecopolis RTV, nous allons commencer par écouter tout d'abord ces discours du chef de l'État. Je demande à la régie de nous balancer l'extrait choisi pour ça. Plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je crois que c'est ça l'essentiel. Yannick, vous venez de suivre le chef de l'État à chaud. Comment tu as accueilli ce message lorsque tu l'as suivi?
accueilli comme étant un message fort du chef de l'État, un chef d'État qui cherche la paix, qui cherche l'épanouissement économique. Et il savait que l'épanouissement économique passe par la stabilité de son État. Or, la stabilité de son État, puisqu'on parlait de la RDC, aujourd'hui, dans les contextes actuels, la stabilité de la RDC passe par la paix entre la RDC ainsi que ses amis de l'Est, c'est-à-dire les Rwandais et l'Ouganda. C'est ainsi, dans ce contexte-là, il appelle le président rwandais pour qu'il y ait une paix, puisqu'il savait que c'est la paix qui engendre l'épanouissement économique. Ok, à chaud. Monsieur Roger, à première vue, vous avez suivi le chef de l'État. Ta première réaction, comment elle était? Je suis très content du chef de l'État pour son intervention. Le message qu'il a lancé, c'est un message de paix, par ce qu'on appelle la diplomatie incidentielle. Il a profité de cette opportunité devant ce forum international économique pour tendre la main au Rwanda, afin que la paix puisse revenir dans la partie orientale. Parce qu'il faut avoir de bonnes relations avec les pays limitrophes pour que ces pays puissent changer et amorcer un processus de développement de notre pays. Merci. Lusonso, vous avez suivi le chef de l'État. Votre première réaction? La réaction, je pense que je suivis un président qui est soucieux de pouvoir recouvrer la paix pour l'intérêt des deux populations, c'est-à-dire la population congolaise ainsi que la population rwandaise, parce que l'on ne peut pas sauvegarder, n'est-ce pas, les intérêts économiques sans pour autant, n'est-ce pas, qu'il y ait la paix entre les deux pays. Voilà pourquoi il a jeté la responsabilité, n'est-ce pas, à son homologue, n'est-ce pas, rwandais Paul Kagame, de pouvoir, n'est-ce pas, travailler main dans la main en consolidant à première vue la paix. La paix, c'est le gage du développement de ces deux États. Et donc, moi, je pense que le président de la République, il a pris un engagement pour l'intérêt supérieur, n'est-ce pas, non seulement de la population congolaise, mais également pour l'intérêt de la population rwandaise, parce qu'il s'agit de ces deux États, n'est-ce pas, qui s'affrontent, n'est-ce pas, dans ces duels, n'est-ce pas, où l'Est de la République est, n'est-ce pas, en proie, n'est-ce pas, des guerres. Donc, je constate que vous, les trois, vous dites toujours que c'est un bon message, le message qui est tombé au moment indiqué, mais il n'y a pas longtemps, on a suivi le chef de l'État. Là, je m'adresse à Yannick, le chef de l'État qui disait qu'il ne se rencontrera pas avec Kagame si ce n'est pas seulement au ciel. Tinati. Et aujourd'hui, un chef de l'État, devant des milliers de personnes, qui tend la main à Kagame, n'est-ce pas un revirement? Bon, c'est que nous, internationalistes, nous fustigeons à notre chef d'État. Il est des fois versatile dans ses propos. Mais moi, je savais que, puisque nous, en relations internationales, nous dit, les faits et phénomènes sociaux sont évolutifs et dynamiques. Donc, ce que toi, tu dis aujourd'hui, ça ne se fera jamais, demain, ça peut se faire. Ce qui est aujourd'hui une thèse deviendra demain une antithèse. Ce qui est aujourd'hui une antithèse deviendra demain une thèse. C'est-à-dire, c'est la scène internationale, le fait et les phénomènes sociaux évoluent et sont dynamiques. Ils ne sont pas constants. Donc, aujourd'hui, voir le président tendre la main au président Kagame vit l'évolution, vit les contextes actuels. Nous ne savons pas, puisque moi, on est juste analyste, mais on n'est pas acteur principal du dit conflit. Lui, il est acteur principal du dit conflit. Il sait les tenants, les aboutissants du conflit. Il sait pourquoi il a tendu la main. Mais nous, en tant qu'analystes, nous dirons, c'est juste un fait des relations internationales. Il y a le contexte qui a voulu en sorte qu'il puisse tendre la main au président Kagame. Alors, si c'est pour la paix, alors je dirais c'est une très bonne proposition. Si c'est pour la paix, vous dites que c'est une très bonne chose. Roger, le chef de l'État qui tend la main à son homologue du Rwanda. Or, le chef qui avait dit qu'il ne se rencontrera jamais avec Kagame, si ce n'est pas seulement au ciel, Kinati, c'était ça son expression, vous l'aviez tous suivi. Et aujourd'hui, on a cru peut-être que c'était le poisson d'avril. Non, en politique, la politique n'est pas statique, la politique elle est totalement dynamique. Hein. En diplomatie, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas négocier avec l'ennemi, mais les enjeux d'aujourd'hui poussent le président de la République de négocier avec le Rwanda. Il simule cette pression interne comme les pressions de la communauté internationale aussi. On ne peut pas s'en passer de ce qu'on appelle par la négociation. Il faut négocier avec l'ennemi. Parce que tout ce qui, lorsqu'on dit les M23, les
AFC, tous ces deux rébellions qui font la guerre à l'Est, ils sont soutenus par le Rwanda. Mais il faut négocier avec leurs parrains, Paul Kagame, à part c'est les RDF, l'armée rwandaise, et dans les sols congolais, dans les deux provinces qui sont sous occupation de la rébellion, notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais aujourd'hui, vu les enjeux, vu la pression internationale, il est dans l'obligation de tendre la main pour trouver la paix. Donc on ne peut pas s'en passer de cela. Donc la politique, elle est totalement dynamique. Il peut changer, il peut dire hier, je ne négocierai pas, aujourd'hui change. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a toujours des pressions internes et extérieures. Merci beaucoup. Qui peut pousser l'homme d'État de changer son avis. Merci beaucoup, M. Roger. Simon Lissoso, c'est volte-face du chef de l'État à la moindre escarmouche. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Ça me rappelle lorsque, je crois, c'était d'ailleurs au moment de la campagne électorale où il avait prononcé, n'est-ce pas, cette phrase. Je l'ai également suivi lorsqu'il a dit, il a soutenu qu'il ne se mettrait pas autour d'une table discuter avec les patins. Voilà d'ailleurs l'expression qu'il a utilisée. Mais je crois qu'aujourd'hui, lui-même qui s'est déjà déployé sur un front diplomatique et médiatique pour savoir comment, n'est-ce pas, trouver des solutions par rapport à la crise qui se vit à l'Est. Parce qu'ici, il faut rappeler que, disons, l'idéal de pouvoir lancer les hostilités sur terrain n'est pas dans la tête du chef de l'État. Je ne pense pas que les Congolais aussi, n'est-ce pas, souhaiteraient à ce que nous puissions emprunter, n'est-ce pas, cette voie, c'est-à-dire la guerre, parce que la guerre avec toutes ses conséquences. Et donc, revenant, n'est-ce pas, au propos du chef de l'État, je pense qu'il a fait la lecture, n'est-ce pas, de la péripétie, n'est-ce pas, de cette crise. Vous savez, sur le plan diplomatique, le front auquel il s'est lancé, déjà lorsque nous voyons, il a cité le président angolais João Lourenço, ou lors des assises, pendant ses pourparlers, alors que les deux parties étaient presque, n'est-ce pas, arrivés à terme pour qu'un compromis soit signé. Nous savons ce qui s'était passé. Et aux États-Unis, nous savons comment est-ce que ça a évolué, également à Doha. Mais malgré toutes, n'est-ce pas, ces étapes, nous réaffirmons aujourd'hui, nous constatons que la guerre continue. Et à travers son allocution, nous avons suivi le chef de l'État qui a commencé d'abord par rappeler la reprise des hostilités au niveau de l'Est de notre pays. Et c'est cela qu'il a eu, n'est-ce pas, à interpeller, n'est-ce pas, son homologue. Parce que moi, je me dis, au regard de tout ce qui s'est fait, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé au niveau des États-Unis, tout ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, des Doha, mais apparemment, il n'y a pas une avancée significative. Et il se met devant sa responsabilité d'abord en tant que président de la République démocratique du Congo. Le sang des Congolais, n'est-ce pas, a coulé et continue à couler à flot. Et donc, il va falloir qu'une solution soit trouvée. Mais il se rend compte qu'il faut tendre la main. Et je pense, c'est au regard de l'évolution, n'est-ce pas, des faits tels que soutenus par mes co-débatteurs, le président de la République, bon, je pense que revirement par rapport à ses précédents discours, ses précédents propos, je pense qu'il a vite compris, alors qu'au départ, il était, je dirais, trop radical vis-à-vis de M. Paul Kagame. Aujourd'hui, il s'est dit, donc la paix ne peut être possible qu'en tendant la main à M. Paul Kagame. Maître Lusonso, est-ce que cette prise de position du chef de l'État ne soulève pas les problèmes qu'on peut comprendre de la cohérence et la constance de la politique congolaise? Tout à fait, évidemment. Donc, à des niveaux, je dirais qu'au regard déjà de ses propos antérieurement tenus dans plusieurs salons, d'ailleurs, sur le plan international, je pense qu'il a été direct vis-à-vis de Paul Kagame, vis-à-vis, n'est-ce pas, des mouvements rebelles, n'est-ce pas, qui occupent aujourd'hui une partie de notre territoire. Et je pense que par rapport à cette position, aujourd'hui, le chef de l'État, sans gêne, il a changé de discours, il a changé de position. Voilà pourquoi, moi, si c'était moi, dès le départ, peut-être il fallait avoir un certain tempérament dans ces prises de position, parce qu'aujourd'hui, je me dis, hier, on était catégorique vis-à-vis de M. Paul Kagame. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, on vient, on se dit, non, voilà, je vous tends la main. Je me pose la question, qu'adviendrait-il si M. Paul Kagame n'arriverait pas, n'est-ce pas, à donner aval par rapport à cet appel, n'est-ce pas, lancé par le chef de l'État congolais? Vous voyez, donc, c'est une façon, à quelque sorte, ça n'engage que moi, de s'incliner devant, n'est-ce pas, le président Paul Kagame, parce qu'on s'est dit, sans lui, en tout cas, il est impossible de pouvoir envisager la paix, nonobstant l'intervention des États-Unis, nonobstant l'intervention, n'est-ce pas, la médiation, n'est-ce pas, de l'Angola sous la présidence du président Lorenzo, et également, n'est-ce pas, le processus de Doha, et cela, n'est-ce pas, n'a pas assez apporté des fruits attendus de tous les Congolais. Merci. Yannick, je reviens à vous. Vous êtes internationaliste.
je vous pose presque la même question que j'ai posée à Maître Lusonso. Cette nouvelle prise de position des chefs de l'État soulève vraiment, on voit qu'il y a un problème dans notre pays, effectivement, en ce qui concerne la constance et la cohérence dans la politique qu'on mène. Le gouvernement Tshisekedi. Évidemment, le président n'est pas, disons, je dirais, n'est pas vraiment cohérent dans ce qu'il fait, il n'est pas vraiment, je dirais, il n'est pas fixe dans sa ligne politique, surtout de sa politique extérieure, puisque lorsqu'on parle de la politique extérieure, nous avons la politique étrangère et internationale. Donc, des fois, ce qu'il nie aujourd'hui, il peut l'accepter demain, et c'est ce qui fragilise la politique, sa politique étrangère. Alors moi, je dirais ceci, puisqu'on parle d'abord, on est dans l'optique du camp de notre chef de l'État, qui est le président Félix Tshisekedi, ok? On ne parle pas d'abord de M. Kagame, puisqu'on parlera de M. Kagame. Okay. Très bien. Alors moi, je dirais, M. Félix Tshisekedi, je l'ai dit tantôt plus tôt ici, ce qu'on on est en train de fustiger chez M. Félix Tshisekedi, il est versatile. Or, dans la politique extérieure, il faut avoir une certaine discipline politique. Lorsque je dis, moi, ma politique, c'est A, vous ne pouvez plus changer à A'. Vous devez rester à A. Oh, hier, il disait, je ne négocie pas. Aujourd'hui, il négocie. Bon, ok, c'est pour cela que j'avais dit, nous ne sommes que des simples analystes. Lui, c'est l'acteur principal, puisque le premier acteur de la politique internationale, de la politique extérieure, c'est le chef de l'État. À lui-même, il sait les tenants et les aboutissants, il sait ce qu'il vit, il sait ce qui se passe. Peut-être hier, il était trop sûr de lui. Il était trop, puisque lorsque je parle de la sûreté, je dis ceci, peut-être il croyait, il a une armée forte, il a un service de renseignement fort, peut-être il a une diplomatie qui est proactive. Mais aujourd'hui, peut-être il se rend compte qu'avec l'armée, ça ne passera pas. Aujourd'hui, peut-être il se rend compte qu'avec les services de renseignement, ça n'évolue pas. Peut-être il se rend compte que peut-être le seul issue pour le soulagement, pour recouvrir la paix, c'est juste la diplomatie. C'est pour cela qu'il opte beaucoup plus. Il privilégie beaucoup plus la diplomatie. C'est pas parce qu'il a opté, non, parce qu'il est obligé. Il sait qu'avec l'option armée, recours à la force, peut-être ça ne va pas aboutir. C'est pour cela il est en train de se focaliser beaucoup plus sur la diplomatie. D'où il est obligé de changer, puisque hier, peut-être il croyait qu'on peut se battre. Mais il a compris, comme mon vieux Roger a dit, les Rwandais soutenus, il y a des multinationales, on en parlait, il y a des multinationales, il y a aussi des grandes puissances. Il a compris que aller directement mano à mano avec les Rwandais, ça n'ira pas. D'où il faut beaucoup plus de dialogue, il faut négocier, il faut y aller recours à la diplomatie. C'est pour cela, vous voyez, il a changé de discours, puisqu'il a compris que les pesanteurs d'hier n'est pas les pesanteurs. Il a voulu oser, ça n'a pas tenu. D'où il faut privilégier la diplomatie, puisque si on fait recours à la force, ça n'ira pas. Ça n'a pas tenu, c'est ce que vous dites. Ouais. Roger, vous êtes internationaliste. Avec cette politique incohérente et inconstante, peut-on espérer à l'issue favorable pour le peuple congolais? Bon, moi je donne raison au président Tshisekedi, parce qu'il a commencé à faire plusieurs rondes de négociations. Il y a eu des réunions au niveau du Kenya, en Nairobi. Nous sommes allés à Rwanda, plusieurs rondes de négociations, ça n'a pas donné des résultats escomptés. C'est pas diplomatique. Mais là, il est dans l'obligation de changer sa manière de voir les choses. C'est pas diplomatique. C'est la raison pour qu'il a tendu la main à Paul Kagame, qui est à la base de cette guerre de l'Est. C'est là où je dis, il a changé. Il avait une position, il a changé. Et Yannick fait voir que le chef de l'État, souvent, il dit quelque chose de par après, il change. C'est ça que j'ai dit, avec cette inconstance, cette incohérence. Est-ce que ça présage quelque chose de bien pour le peuple congolais? Avec cette politique qui ne pas... Enfin, il y a une sorte d'illisibilité de notre politique. Okay. Le problème, c'est que Yannick a dit, derrière Kagame, il y a des multinationales. Mais qui contrôle tous ces minéraux rares de l'Est, notamment le coltan, le niobium, le wolfram, tungstène, l'or, cassitérite? Ce sont des minéraux critiques très importants pour l'Occident. Ça, c'est pour l'économie mondiale. Maintenant, c'est Kagame qui est soutenu par les multinationales. Maintenant, tout ce qui est passé dans tous les salons, comme l'a dit mon confrère juriste, il est allé dans tous les salons internationaux pour convaincre la communauté internationale pour que les interviennent. Est-ce que c'est seulement maintenant que le chef de l'État se rend compte que Kagame est soutenu par les multinationales? Mais il connaît qu'il est soutenu. Il le connaît. Mais il avait tenté de dire là, quand il avait pris la première position, il ne savait pas que Kagame est entouré de certaines multinationales et certaines puissances étrangères. Mais c'est Chambou, la diplomatie, c'est un domaine très vaste, très spatial, il y a toujours des stratégies. Il a commencé par une stratégie
de convaincre la communauté internationale. Même il a réussi à obtenir une résolution du Conseil de sécurité. La résolution 2773. Mais les effets sur le terrain, on ne voit rien. Une résolution du Conseil de sécurité qui est boycottée. Un organe principal politique des Nations Unies. Une résolution qui est votée, mais sur le terrain, il n'y a pas d'application. Oui. Ça ne s'applique pas. Maintenant, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer dans l'inconstance. En diplomatie, même si la guerre, même pas la guerre mondiale, je vous rappelle, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la guerre, Deuxième Guerre s'applique, la guerre la plus meurtrière. Raconte l'histoire des relations internationales. Mais il y avait des balais diplomatiques. Il y a la conférence de Yalta, de Potsdam, de Téhéran, de Moscou. On négociait pendant qu'il y avait la guerre. On ne doit pas s'en passer la diplomatie. Même si il y a la guerre, la diplomatie est incontournable. Parce que la paix gagnée par la force n'est pas une paix durable. Mais la paix durable, c'est une paix diplomatique. Je vais revenir à vous. Je vois Yannick qui cherche à prendre la parole. Yannick, placez votre mot. Si on ne parle pas de l'option diplomatique que le président Félix Tshisekedi a recouvré. Bon, nous, on parle ici de l'incohérence. Okay? Hier, le discours d'hier du président est différent du discours d'aujourd'hui. Et pourquoi cette incohérence-là? C'est pour cela qu'on dit ceci. Oui, la diplomatie a toujours été déjà là. On a établi, il y a des postes diplomatiques, il y a des délégats, il y a des délégations, et puis il y a des envoyés plénipotentiaires. Et lui-même, le président est le premier diplomate. Le chef de l'État est le premier diplomate, d'où il doit être bien outillé. C'est pour cela qu'il a des conseillers, il a un cabinet, il a des représentants à l'étranger. Donc, le premier acteur diplomatique d'un État, c'est le chef de l'État. Alors, lorsqu'il engage l'État, lorsqu'il dit « moi, je ne négocierai pas », il savait en quoi il s'était né. Okay? Puisque si aujourd'hui il change de discours, ça prouve que peut-être il ne savait pas. Or, c'est déjà une erreur. Puisque lorsque vous voulez engager un État, lorsque vous dites que moi je ne négocierai pas peut-être avec mon frère qui est là, je ne négocierai pas avec lui. Je sais de quoi je suis capable. Je sais qu'il advienne que pourra, qu'il pleuve, qu'il neige, je ne négocierai pas avec lui puisque j'ai mes atouts. Mais lorsque je change d'avis que non, mon frère, il faut négocier, puisque il y a quelque part, j'ai constaté une erreur, j'ai constaté une faiblesse. Et c'est là où nous disons, c'est scientifiquement, c'est une erreur pour notre président. Lorsque vous engagez, lorsque vous prononcez un discours, surtout qui engage un État, qui engage une philosophie politique, et pas une simple politique nationale, une politique extérieure, vous devez savoir en quoi vous vous tenez. Vous devez savoir les tenants et les aboutissants. Vous ne pouvez pas changer de discours directement comme ça. Ça prouve, puisqu'on ne parlait pas d'abord du camp du président Kagame, on va en parler. Mais déjà, ça prouve que c'est comme si vous ignorez certains détails. Que vous venez maintenant de se rendre compte que les Rwandais, ils n'aiment pas simplement les Rwandais. Les Rwandais aujourd'hui, ce sont les grandes puissances. Les Rwandais aujourd'hui, c'est les firmes multinationales. Les Rwandais aujourd'hui, ce sont les organes généraux des Nations Unies qui les soutiennent. Puisque, comme on vient de le dire, le Conseil de sécurité qui a condamné les Rwandais, mais aujourd'hui, il n'y a rien. Vous ne voyez pas que même les organes généraux des Nations Unies sont pour les Rwandais. Est-ce qu'auparavant, le président Félix Antoine Tshisekedi n'était pas au courant de ça? C'est pour cela que je dis, le premier diplomate, c'est le chef de l'État. Or, ces diplomates-là doivent être bien outillés en termes de diplomatie. Il doit avoir tous les détails possibles. Il doit savoir en quoi il s'en tient. Il doit savoir, lorsque je me lance, est-ce que j'ai les informations possibles? Tu dois te battre avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Toi, tu crois que non, ce monsieur-là, je vais le battre. Mais tu réalises que ce monsieur-là, je ne saurais pas le battre. Tu as fait un faux calcul. Tu as fait un mauvais casting de choses. Okay. C'est une erreur pour notre chef de l'État. Merci Yannick. Maître, je crois, vous voulez aussi intervenir. Est-ce que vous trouvez... Oui. Moi, je pense, le chef de l'État... S'il vous plaît. Oui. Nous avons parlé ici. On fait voir que ça démontre une certaine inconstance, une certaine incohérence de la politique extérieure de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce que vous dites? Et le chef de l'État n'a même pas lu son discours. Nous l'avons tous constaté. Il est allé en dehors de son... Il est resté... Le texte est resté ailleurs. Et pour parler de Kagame, il a parlé, il ne s'est pas fié au texte qu'il avait. Votre réaction? Moi, je pense que c'est au regard des nouvelles donnes peut-être qu'il a eu à recueillir. Déjà, à première vue, lorsqu'il s'est lancé, n'est-ce pas, sur le front diplomatique, la philosophie, c'était quoi? C'est obtenir, n'est-ce pas, de grandes puissances, l'appui, les soutiens pour que des sanctions, n'est-ce pas, soient prononcées à l'encontre de M. Paul Kagame, au regard, n'est-ce pas, des actes gravissimes, des génocides, des actes, n'est-ce pas, des crimes commis sur le territoire congolais. C'est en cela, à première vue, il fallait obtenir la condamnation de M. Paul Kagame. Mais au-delà de ces condamnations, qui du reste ne sont que verbales,
et que sur terrain, l'on ne constate pas le résultat palpable, c'est-à-dire la paix, la cessation effective, n'est-ce pas, de la guerre, parce qu'à tout moment, nous avons suivi qu'il y a eu, n'est-ce pas, violation des principes du cessez-le-feu sur terrain. Si aujourd'hui le président de la République comprend, après le plaidoyer qu'il a eu, n'est-ce pas, à faire, les plaidoyers, les lobbying sur le plan international, malgré les condamnations, je répète, sur le plan verbal, mais que cela n'a pas apporté, n'est-ce pas, les résultats escomptés, je pense que lui-même a compris qu'aujourd'hui, la paix ne peut être possible que si il faut tendre la main à M. Paul Kagame. Parce que lorsque nous disons ici, d'aucuns ignorent que cette guerre, elle est essentiellement économique, et derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances. Ces grandes puissances-là, même si je peux vous citer par exemple l'organe suprême sur le plan mondial, l'ONU par exemple, qui a pour mission la stabilité, sauvegarder la paix dans plusieurs États où il y a les guerres et sévissent, mais au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, nous savons la position qui a été prise par l'ONU via, n'est-ce pas, la MONUSCO, qui est sur les sols congolais. Nous savons à cela que la MONUSCO aussi, qui à un certain moment a démontré ses limites. Vous vous souvenez lorsque la MONUSCO a déclaré haut et fort que l'armée rwandaise, ou sinon le M23, était armée plus que, n'est-ce pas, les équipements de la MONUSCO. Et c'est là, par rapport à cette donne, je pense que la République démocratique du Congo, sur le plan armement, ne pouvait pas faire face au Rwanda. Voilà pourquoi, au regard de toutes ces péripéties, au regard de toutes ces donnes, de toutes ces vérités, le président de la République aujourd'hui comprend que il faut négocier. Alors, à première vue, peut-être que cette idéologie, cette philosophie n'était pas dans sa tête. La philosophie, c'était de condamner M. Paul Kagame au regard des actes qui ont été commis. Et peut-être on l'en a envisagé, n'est-ce pas, des poursuites judiciaires. Vous avez suivi à un certain moment le ministre sortant, n'est-ce pas, de la justice intérimaire, d'ailleurs, M. Samuel Mbemba, qui s'était aussi lancé sur cette lancée, le front judiciaire. Comment lancer des sanctions judiciaires, initier des actions judiciaires contre le Rwanda ou contre M. Paul Kagame. Tout ça, l'idéal, c'était de fragiliser M. Paul Kagame pour tendre, ou sinon souhaiter tant soit peu la cessation des hostilités. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Et donc, c'est bien la conséquence qu'il faut tirer de ce revirement, parlons-en ici, de ce revirement. Ça vient atténuer les discours postérieurement tenus plutôt dans les salons internationaux. Au regard, hier, on était tellement radical, mais aujourd'hui, on a essayé d'atténuer, n'est-ce pas, ce terme, ce mot, son langage. Et donc, je pense qu'on va tirer toutes les conséquences. Ok, merci. On va tirer toutes les conséquences, ce que dit Maître Lusonso. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Ecopolis RTV. Ça passe à la radio comme à la télévision. Je suis entouré des scientifiques. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de politiciens. J'ai à côté de moi les scientifiques. Nous avons des internationalistes et nous avons aussi les juristes. Et nous faisons la lecture du discours du chef de l'État tendant la main au président rwandais, Paul Kagame, pour ce qu'on a appelé paix des braves. Paix des braves, ça veut dire quoi, Yannick? Ça veut dire paix des compromis. Or, compromis, c'est tout proche de la compromission. Dans sa philosophie, paix des braves veut dire et le courage quand même d'abandonner nos égos et cherchons la paix pour le bien-être de notre population. Abandonner les égos, ça veut dire quoi? Ne parle plus de la violation des souverainetés de la RDC, ne parle plus des génocides, ne parle plus. La paix des braves veut dire abandonnons nos intérêts égoïstes, abandonnons nos intérêts privés, privilégions l'intérêt de la population qui est l'intérêt général. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin, ou je reviens encore à vous pour avoir plus de précision. Vous dites abandonnons nos égos. Abandonner nos intérêts. Qu'est-ce que la RDC peut abandonner en ce moment, puisque la RDC est agressée? La RDC a des militaires rwandais sur son sol. La RDC perd des Congolais. Il y a plus de 15 millions qui sont décédés. Qu'est-ce que la RDC peut laisser? Alors, je ne comprends pas. Essaye un peu d'expliquer ça bien pour que notre population puisse bien nous suivre. Si nous approfondissons nos analyses là-dessus, nous dirons paix des braves. La paix des braves, c'est juste une manière, c'est une figure de style
qui beaucoup plus s'applique au président Kagame. Puisque nous n'avons rien abandonné, nous n'avons rien à donner. Puisque c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque nous disons faisons la paix des braves, et on le courage d'abandonner nos égos pour privilégier l'intérêt de la population. Or, qui a gagné dans cette politique, dans ce processus-là de paix, c'est la population congolaise, puisque c'est nous qui sommes attaqués. Donc, lorsqu'on dit faisons la paix des braves, c'est beaucoup plus, on interpelle beaucoup plus le président Kagame, mais on a masqué cet appel, on a masqué cette invitation-là pour dire simplement faisons la paix des braves. Il aurait pu dire, masqué, oui, il aurait pu dire, on ne va pas encore changer par rapport. S'il vous plaît, quand on va changer les termes par rapport, vous direz que c'est s'il vous plaît, il aurait pu dire faites ou fait la paix des braves. Mais c'est beaucoup plus subjectif, c'est beaucoup plus offensant. C'est pour cela qu'il dit, lui-même, monsieur le chef de l'État, s'imprègne de ce processus-là. Et c'est inséré, c'est adhéré dans ce processus-là de la paix. C'est pour cela qu'il dit, faisons la paix des braves, pour que le président Kagame ne se sente pas seul dans ce processus-là. Mais en réalité, lorsqu'on dit faisons la paix des braves, il interpelle juste le président Kagame d'abandonner les hostilités au sein du territoire. Monsieur Roger, la paix des braves, c'est-à-dire compromission. Bon, pour moi, la paix des braves prononcée par le chef de l'État, selon ma vision, il voudrait qu'on puisse mettre fin à tous ces conflits, tous ces problèmes de palabres entre la RDC et le Rwanda. Donc, il est en train d'assouplir sa diplomatie vis-à-vis de la région des Grands Lacs. Parce que l'acteur principal des conflits dans la région des Grands Lacs, c'est Paul Kagame. Paul Kagame l'a fait pourquoi? Parce qu'il est soutenu par la société multinationale. Il n'y a pas longtemps, vous venez de dire, c'est vous qui venez de dire il n'y a pas longtemps ici, que Paul Kagame, nous le voyons, lui il est à la tête, mais c'est la communauté internationale, ce sont les multinationales, ceci, cela. Bon, maintenant, quand vous dites que le problème c'est Paul Kagame, Paul Kagame c'est tout un système. C'est tout un système. Bon, maintenant, lui il va faire la paix des braves avec Kagame. Et les autres là, ils vont être contents? Non, mais c'est qui Kagame de convaincre ceux qui le soutiennent, la communauté internationale. C'est ça le plus grand problème. Parce que c'est un jeu de la communauté internationale. Parce que toutes ces résolutions, comme l'a dit Mec, tous ces instruments, on a pris, on a mené des démarches pour sanctionner le Rwanda. Le Rwanda n'a jamais été sanctionné officiellement par les instruments juridiques internationaux. Le chef lui-même, il a dit qu'il était venu, dans son texte, il prévoyait les sanctions, mais sur place, il a compris que il faut parler de la paix des braves. Mais comment le président Tshisekedi va prévoir les sanctions? Qui sanctionne? C'est le président qui va sanctionner? Non, le président devrait demander les sanctions. Il a toujours demandé ça combien de fois? Combien de discours qu'il a tenu au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies? C'est chaque année qu'il tient des discours qui demande l'intervention de la communauté internationale pour qu'ils interviennent. Ça veut dire que notre discours est inaudible. Ah, inaudible, il ne s'occupe pas. La communauté internationale, comme si. C'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Est-ce que, Maître Lusonso, c'est un discours vite. Si nous suivons ce que les internationalistes sont en train de dire, c'est que notre discours en tant que RDC, quand nous parlons des génocides congolais, quand nous parlons de plus de 15 millions de morts, quand nous parlons, notre discours est inaudible, ce qui veut dire que notre diplomatie ne vaut rien. Bon, moi, je ne dirais pas ça. Je ne soutiens pas cette allégation. Déjà, sur le plan diplomatique, vous savez, aujourd'hui, je dois rappeler que notre pays est membre non permanent, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité. Ça veut dire, pour y arriver, il fallait quand même qu'il y ait aussi des avancées sur le plan diplomatique pour que nous puissions occuper cette place dans les Conseils des Nations. Et donc, audible, je dirais non, comme je viens de le dire, mais je pense que il y a des intérêts, peut-être, n'est-ce pas, de toutes ces multinationales, des intérêts qui ne sont pas encore sauvegardés parce qu'il faut qu'il y ait des clauses pour que les intérêts des uns et des autres soient sauvegardés. C'est en ce moment-là que, n'est-ce pas, nous aurons, n'est-ce pas, des résultats escomptés par rapport à tous ces discours qui sont tenus ça et là. Voilà pourquoi moi je reviens. Lorsque le président tend la main, ici vous venez de poser la question sur la paix des braves. La paix des braves, selon ma conception à moi, ici, c'est question de sauvegarder, n'est-ce pas, en premier lieu, les vies de nos concitoyens. Parce que l'on a enregistré pas mal de morts, le sang a coulé et il continue à couler de part et d'autre. C'est-à-dire du camp, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, autant pour les Rwandais, ils ont perdu aussi des compatriotes. C'est vrai, l'on pourra enregistrer tant, n'est-ce pas, des pertes en vies humaines en République démocratique du Congo, mais ici, il faut mettre l'individu, la personne humaine, au centre de toute action. Voilà pourquoi les chefs de l'État, lorsqu'ils tendent la main, ils veulent tout simplement il tend, n'est-ce pas, à faire taire les armes pour que les deux personnalités se mettent autour d'une table et qui se disent des vérités en face.
Si M. Paul Kagame aujourd'hui persiste, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques qu'il faut sauvegarder pour l'intérêt de sa nation, de son pays, le Rwanda, mais également sauvegarder les intérêts de tous ses partenaires. Mais pour y arriver, il faut se mettre autour d'une table. Il faut qu'il y ait des gages, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des garanties. S'il faut taire les armes, il faut que la guerre cesse. Il faut qu'il y ait des garanties. C'est en ce moment-là, s'il y a des garanties de part et d'autre, que la guerre va cesser. Et dès lors que la guerre serait cessée, c'est en ce moment-là que nous allons parler de la paix des braves, parce que nos populations, le président de la République a rappelé que cette paix des braves, n'est-ce pas, est, n'est-ce pas, idéale, non seulement pour la population congolaise, mais aussi pour la population rwandaise. Voilà pourquoi il parle de la paix des braves. Donc, mettons nos égos de côté. Vous êtes parlons. juriste. Merci. Oui. Vous êtes juriste. Nous savons très bien la RDC s'est lancée dans une bataille terrible. La RDC a parlé des génocides, des génocides au Congo, de ceci, cela. Bon, c'est-à-dire quand on fait la paix des braves, ça veut dire que les sanctions qu'on demandait contre les Rwandais, on enterre. C'est-à-dire, il n'y a plus de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et tout ce qu'on reprochait à Kigali, on enterre, et demain on attend seulement rouler les tapis rouges à Kagame à Kinshasa. Je ne pense pas que c'est dans cette lancée, parce que j'aimerais aussi soulever un principe sur le plan aussi diplomatique, sur le plan international, le principe de l'intangibilité des frontières, et que chaque État devrait respecter les frontières, les territoires nationaux de chaque État. Vous comprenez? Le chef de l'État est revenu là-dessus, dans son allocution, en demandant, en s'adressant au président Paul Kagame, de demander, n'est-ce pas, à ses troupes de quitter les sols congolais. Vous comprenez? C'est pas une compromission. Déjà, lorsqu'il demande, il tend la main à M. Paul Kagame. Mais par ricochet, il demande aussi à M. Paul Kagame d'emblée de retirer ses troupes, à demander ses troupes de quitter les sols congolais. Tendre la main, cela ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait compromission. Au-delà des affres de guerre, les conséquences que nous avons connues, les conséquences qu'on a enregistrées et ce que nous sommes en train d'endurer. Vous savez qu'une partie du pays n'est pas, n'est-ce pas, contrôlée par, n'est-ce pas, l'autorité de l'État, et il va de notre intérêt que la guerre cesse pour que le pouvoir public, l'autorité de l'État soit restaurée. Ici, la vision, la démarche du président de la République, ce n'est pas d'hypothéquer le pays, parce que je ne pense pas qu'au cours des assises, si jamais il y aurait dialogue avec M. Paul Kagame, il sera question peut-être de céder 1 centimètre du pays. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il sera question peut-être... Maître, la RDC sollicitait le respect du droit international. Qui dit respect du droit international, hein, tout droit, il y a des conséquences, il y a tout ce qu'il faut respecter. Mais maintenant qu'il y a la paix des braves, c'est-à-dire, on abandonne. Écoutez-moi. Oui. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de soutenir, lorsque l'on veut, on sollicite la paix des braves, il faut tout abandonner. Ce n'est pas ce que je dis. Ici, on envisage, n'est-ce pas, une coopération, comme le président lui-même l'a toujours dit, une coopération win-win, gagnant-gagnant, parce que le nœud du problème ici, ce sont les ressources de la République démocratique du Congo qui sont convoitées non seulement par les Rwandais, mais aussi par les grandes puissances qui sont derrière les Rwandais. C'est en cela qu'il faut dialoguer pour que les intérêts, les relations économiques entre ces deux nations soient sauvegardées. C'est dans ces contextes-là. Si, dans les accords qui pourraient être signés dans l'avenir, sur le plan économique évidemment, si le Rwanda se retrouverait, si la République démocratique du Congo se retrouverait, je pense qu'une fois que la paix sera, n'est-ce pas, stabilisée, où serait, n'est-ce pas, le mal aujourd'hui de ne pas, n'est-ce pas, encourager cette position quand bien même nous disons que c'est un revirement. Merci, maître. Donc c'est pour dire que nous voilà. Je rentre vers l'idéal, c'est la paix. Je pose. Laissez-moi un peu commenter. Vous commentez quelque chose par rapport à ce que maître Le Song vient de dire? Okay. Je dirais ceci, lorsque le président Faché dit faisons la paix des braves, notre chef d'État, c'est un fin tacticien. Ça entre dans la géostratégie. Cela veut dire quoi? Il y a des objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. À court terme veut dire, notre chef d'État veut d'abord qu'il y ait la paix, puisque si vous suivez le discours, il dit il y a des morts en termes, pas en termes de milliers, mais en millions. Il veut tout d'abord stopper cette hémorragie de morts en millions, cette génocide-là. C'est ça le premier souci. C'est l'objectif à court terme. Maintenant, après la paix, vous voyez, il y a maintenant des objectifs postérieurs. Il y a des objectifs qui, à moyen terme. Alors, quels sont ces objectifs? Si nous pouvons parler maintenant des objectifs à moyen terme, nous dirons,
après qu'il y aura la paix, après qu'il y aura arrêt d'hémorragie de cette génocide-là, on va entamer maintenant une procédure internationale, une procédure pénale internationale. Puisque aujourd'hui, monsieur le chef de l'État a compris, on ne peut pas entamer des poursuites internationales au moment où il y a encore des hostilités. Ça va augmenter, ça va accroître encore le taux de génocide. Il faut d'abord qu'il y ait la paix des braves. C'est-à-dire, stoppons d'abord l'hémorragie. Stoppons d'abord l'hémorragie. Ça, c'est dans votre compréhension en tant que Congolais. Ça, c'est votre... Vous croyez que Kagame, lui, il a aussi sa compréhension. On va parler de mais vous avez dit on parlera de Kagame après. On parlera de Kagame. Ah, mais oui, laissez-moi. Je vois tout d'abord dans votre compréhension. Vous dites que Kagame est naïf. Non, ne parlons pas d'abord de Kagame. Non, on ne parle pas de Kagame. Oui, ne parlons pas de Kagame. Mais seulement vous dites que non, Kagame accepte d'abord qu'on mette fin, hein? Évitons d'abord le mot Kagame, on en parlera. On parle du chef de l'État. Ok, parlez. Ok, je dis ceci, j'entre dans la philosophie du chef de l'État. Il y a des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Selon la stratégie, puisque notre président, ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un nigo. C'est un fin tacticien. Il sait ce qu'il fait. Lorsqu'il dit faisons la paix des braves, il veut d'abord stopper l'hémorragie de la génocide. Et après qu'il y aura la paix, dans cette paix-là, dans cette continuité de paix, dans ce maintien de la paix, il va maintenant amorcer un autre processus à moyen terme qui est la poursuite de la responsabilité individuelle pénale sur le plan international. En ce moment, puisqu'il a compris, en ce moment, on ne peut pas entamer des responsabilités internationales au moment où il y a des hostilités. Ça va encore accroître les hostilités. Il faut mieux d'abord chercher à amadouer nos adversaires. Et lorsqu'ils seront amadoués, lorsque nous allons établir la paix, en ce moment-là, nous ferons maintenant les revirements de la situation, faire maintenant les contre-attaques sur la poursuite internationale de chaque individu, chaque acte commis sur le sol congolais sera poursuivi sur le plan international. Ça, c'est la compréhension du chef de l'État. Voilà. C'est le plan stratégique. Le chef de l'État congolais. Ouais. Mais maintenant, je vais aborder avec vous immédiatement. Très bien. Dans la pensée de Kagame Sikoyo. Maintenant, nous entrons dans le Kagame a réagi. Kagame, vous comprenez. Je veux que vous réagissez immédiatement. Voilà. Parce que Kagame a réagi. On a suivi le ministre des Affaires étrangères qui a dit qu'il s'agit de la comédie. Des Affaires étrangères rwandais. Tout à fait. Non. La paix des braves que demande le chef de l'État, se résume en comédie politique. Pour les ministres des Affaires étrangères rwandais. Ok, d'accord. C'est qu'ils ont leur entendement. Ils ont leur entendement. C'est pour cela que je dis, Kagame aussi n'est pas un idiot. Il ne peut pas tomber. C'est un jeu à somme nulle. En relation internationale, on dit c'est un jeu. Le jeu de somme nulle, c'est quoi? C'est le jeu où, lorsque quelqu'un gagne, l'autre perd. Lorsque quelqu'un perd, l'autre gagne. Alors, Fachi cherche à tirer son épingle de jeu. Il cherche à gagner le jeu. Mais Kagame aussi, c'est un fait tacticien. Il sait que si je m'attelle à jouer le jeu de Fachi, je vais perdre. C'est pour cela on est en train de tirer, chacun est en train de tirer son épingle de jeu. Kagame aussi, c'est un grand diplomate. Il sait que peut-être lorsque nous allons établir la paix, peut-être il y aura des responsabilités. Puisqu'il sait que l'acte a été commis. Il y a eu des crimes internationaux, il y a eu des crimes de génocide, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ils le savent. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas jouer les jeux. Maintenant, il faut maintenant envisager d'autres issues. Puisque Kagame aussi, il sait que Fachi lui attendait la main. Alors, prenons maintenant le cas de Kagame. Nous sommes maintenant dans le cas de Kagame. C'est ça. Nous apprenons les choses dans le cas de Kagame. Pour Kagame, c'est un signe de faiblesse. Pourquoi je le dis, c'est un signe de faiblesse? Signe de faiblesse de la part de Fachi ou de Kagame. Qui est faible, disons. Pour Kagame, Fachi est faible. C'est un signe de faiblesse. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, lorsque nous sommes en guerre avec un État voisin, nous sommes en guerre, nous entamons des hostilités. On négocie lorsqu'on est en position de force. On tend la main à la négociation lorsqu'on est en position de force. Donc, on commence d'abord par les recours à la force. On se bat. On tend la main à la négociation lorsqu'on est en position de force. Fachi tend la main. Fachi tend la main à Kagame. Ça veut dire que Fachi est en position de force? Je viens. Ok, bien. Pourquoi je voulais pas ce que vous avez dit. Et moi, je voulais... Nous sommes dans le camp de Kagame. Nous avons quitté le camp de Fachi. Nous sommes maintenant au camp de Kagame. Ok. Kagame perçoit le signe de Fachi comme un signe de faiblesse. Pourquoi? Parce que dans la diplomatie, lorsqu'on négocie, on doit être en position... Si vous voulez gagner la diplomatie, il faut être en position de force.
Or, ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est Kagame qui est en train de gagner les autres. Nous devons être clairs. Scientifiquement parlant, la guerre est en train, disons, pas gagnée, mais la bataille est en train de être menée par le M23 qui est soutenu par la force rwandaise. RDF. Voilà. Du coup, lorsque Fachi tend la main à Kagame, Kagame le perçoit comme si, sur les plans militaires, vous avez échoué. C'est pour cela que vous voulez maintenant aller utiliser la diplomatie. Pour Kagame, j'ai bien dit, pour Kagame, c'est un signe de faiblesse. Puisque même en relation internationale, on dit, si vous voulez gagner une négociation, il faut être en possession de force. Il faut battre ton adversaire. Je prends un exemple. La Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, qu'est-ce que Poutine a dit? S'il faut négocier avec Zelensky, lui ne sera pas acteur de la négociation. Il faut qu'il y ait un autre interlocuteur pour parler à sa place. Pourquoi Poutine a donné des injonctions? Parce que Poutine sait qu'il est en train de mener la guerre. Il est en train de gagner la guerre. Il donne maintenant des injonctions. Comment se déroulera la négociation? Toi qui es en train de perdre la négociation, la guerre, comment tu peux imposer lors de la négociation? C'est les rapports de force. C'est pour cela que Kagame n'a pas voulu, puisqu'il sait que vous n'êtes pas en droit de me dire ce que je dois faire du moment où je suis en train de gagner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc pour Kagame, comme je suis en train de gagner les hostilités sur le terrain en matière de forces armées, vous ne pouvez pas me dire faisons la paix des braves, puisque c'est à moi de vous dire ça, que non, Fachi, maintenant il en est assez, faisons la paix des braves. Puisque si vous n'acceptez pas, moi je vais continuer à attaquer. Mais vous ne pouvez pas nous dire de faire la paix des braves du moment où nous sommes en train de gagner. Et l'objectif de Kagame, ce n'est pas d'aller jusqu'à Kinshasa. Il a déjà gagné. Son objectif, c'est de sécuriser l'Est de la République. Du moment où il a Goma, il a Bukavu, et puis c'est tout. C'est déjà bon pour lui. Il ne viendra pas à Kinshasa pour renverser le pouvoir de Fachi. Lui, son objectif, c'est de récupérer l'Est de la République. Du moment où il a Goma, il a Bukavu. C'est tout pour lui. Il est en train déjà de gagner. Et comment tu vas lui dire que faisons la paix des braves? Ok, merci. Roger. C'est absurde. Dissonama. Vous avez suivi Oui. les deux intervenants, ce qu'ils ont dit. Oui. Pour vous maintenant, la paix des braves que propose Tshisekedi, quelle lecture vous en faites par rapport à tout ce qu'on venait de dire ici? Donc, le président Félix lui-même est convaincu qu'il n'a pas une armée. Il est capable de gagner la guerre. Il n'a pas une armée, Du côté militaire, il ne saura pas gagner la guerre. Il n'a pas un arsenal militaire capable de gagner la guerre. Ça, il est conscient de ça. Deux, diplomatiquement, tout ce qu'il a fait comme balai diplomatique n'a pas donné de résultats escomptés. Moi, je voudrais maintenant revenir sur ce que Maître a dit. C'est l'intangibilité des frontières et de la colonisation. Ça, c'est le droit international public. Ça, c'est depuis l'acte de Berlin, à la conférence de Berlin. C'est la conférence de Berlin qui a créé les États africains. Les limites des frontières naturelles, ce compte des frontières naturelles et des frontières artificielles avec des bords. Mais il y a une disposition de la Charte des Nations Unies qui dit on ne peut pas attaquer un État souverain. Nous sommes attaqués depuis 1994, depuis le génocide rwandais. 31 ans de guerre. Mais il n'y a pas une solution de la part de la communauté internationale, du Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypocrisie de la communauté internationale. Oui, contre la RDC. Donc il y a déjà un plan qui a été mijoté depuis 1997 au département américain de la défense, qu'on appelle par le Pentagone. C'est à l'époque du président Bill Clinton. Quel était le plan? Il y avait 4 pays africains qui étaient déjà visés pour la balkanisation. C'était le Soudan, la RDC, le Nigeria et l'Algérie. Mais ils ont réussi pour le Soudan. Le 11 juillet 2011, il y a eu balkanisation. Il y a eu séparation des deux Soudans. Soudan, Khartoum, Sud-Soudan, Juba. Ils ont réussi. Mais il reste la RDC, il reste le Nigeria, il reste l'Algérie. Mais leur plan, c'est l'Est et la partie orientale. Pour Kagame, c'est gagner le Nord Kivu et le Sud Kivu. Pour lui. C'est pour lui. Tant qu'ils sont déjà là, ils ont déjà gagné. Il voudrait maintenant rester pendant longtemps, en 20 trentaine d'années là-bas, tout en exploitant les minerais critiques qui regorgent les sols congolais. Parce que les Rwandais n'ont pas de minerais critiques. Mais il y a une raffinerie qatarienne au Rwanda pour l'or. Pendant qu'il n'a même pas l'or. Quand on voit la géographie économique de l'Afrique, les gisements d'or n'existent pas au Rwanda. Ils prennent tous ces minéraux. Ils veulent contrôler Rutshuru, ils veulent contrôler Masisi, ils veulent contrôler Bunagana, tous ces territoires-là, Sake, Nirangongo, Goma, Bukavu. C'est pour exploiter les minéraux. Sans complicité avec les sociétés multinationales qui sont des acteurs potentiels des relations internationales aujourd'hui. Ils influencent la politique internationale. Ce ne sont même pas les États, mais ce n'est pas même les organisations internationales comme l'ONU, mais ce sont des sociétés multinationales, firmes multinationales comme l'a dit l'assistant Yannick, qui contrôlent la vie. Ce n'est pas géopolitique, ce n'est pas géostratégique, et ce n'est pas géoéconomique. Ils veulent le contrôle. Ils ne peuvent pas céder l'Est du Congo. C'est ça le plus grand problème que nous avons. C'est dans ce contexte-là. D'où
c'est le problème de l'ONU. C'est l'ONU qui est à la base de notre malheur. L'ONU ne nous aide pas. Ok, merci, Maître Lusonso. Donc, nous pouvons comprendre que le fait que Tshisekedi ait sollicité cette paix des braves, c'est une façon tacite d'accepter la défaite. En quelque sorte, oui. Pourquoi je dis oui? Partant des faits selon lesquels notre territoire est occupé. Vous savez que nous sommes un État souverain, alors qu'une partie du territoire est occupée, mais nous ne savons pas faire face à celui qui occupe une partie de notre pays. Nous avons une armée qui a cette mission de pouvoir repousser l'ennemi en dehors de nos frontières. Malheureusement, depuis que le territoire, la partie est du pays est occupée par les rebelles du M23, nous n'arrivons pas à faire face pour qu'ils soient repoussés d'aller au-delà. Et même la MONUSCO que moi je suis en train de fustiger ici, dont l'action est donc, je dirais, faible. Je ne vois pas pourquoi la MONUSCO continue à être ici notre sol congolais. Lui aussi qui a... D'ailleurs, nous savons que la MONUSCO, sinon l'ONU, que nous sommes en train de citer ici, n'intervient qu'à titre subsidiaire parce que même ces organismes-là ont toujours prôné la souveraineté de chaque État à qui revient la responsabilité de pouvoir s'assumer, sauvegarder, n'est-ce pas, l'intégrité, n'est-ce pas, des frontières de son territoire. Alors, c'est une faiblesse, oui, je dis parce que nous sommes occupés, c'est à nous de faire face. C'est comme quelqu'un qui fait irruption chez vous à domicile. C'est à vous, n'est-ce pas, de pouvoir repousser les cambrioleurs qui entrent chez vous. Ce n'est pas de crier aux voisins pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, chasser les voleurs qui est chez vous. Et lorsque vous n'arrivez pas, c'est en ce moment-là que, voilà, les signes de faiblesse, n'est-ce pas, s'identifient facilement. Mais au-delà de tout, moi, je suis un peu pessimiste par rapport à cette démarche qui a été enclenchée par le président Félix Tshisekedi au regard de la réaction, n'est-ce pas, du Rwanda, par l'entremise du ministre rwandais, n'est-ce pas, des Affaires étrangères, qui a dit, n'est-ce pas, que c'était pas le lieu pour, c'était pas aussi le moment où il fallait, n'est-ce pas, encore indexer le Rwanda par rapport à tout ce qui s'est vu. Donc, lorsque je vois ce qui s'était passé en Angola, vous savez, nous avons suivi tous que le président Félix a commencé par rappeler aussi qu'ils étaient, je crois, à 98% pour que tout soit réglé. Mais il y a eu un revirement. Et le président Tshisekedi, jusqu'à ce jour, il s'interroge parce qu'il ignore les raisons pour lesquelles qui ont fait que, ou qui font que jusqu'à ce jour, que les deux parties ne puissent pas aboutir à une solution. Et déjà par rapport à cette main tendue, moi je suis pessimiste. Au regard de cette réaction aussi prompte du Rwanda, je me dis apparemment c'est un boycott. Et je me pose la question, quelle serait la suite? Alors que la diplomatie sur tous les plans déjà a démontré ses limites, nous avons cru qu'avec les États-Unis, on devait trouver une solution. À Doha, on devait trouver une solution. Malheureusement, malgré les accords qui sont signés ça et là, la guerre continue. Quelle serait la suite si jamais le Rwanda n'accepterait la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Quelle option que nous allons, n'est-ce pas, adopter, que la République démocratique du Congo va adopter? Va-t-elle s'assumer, n'est-ce pas, en tant que pays souverain pour restaurer, n'est-ce pas, la paix au niveau de l'Est? C'est la question que moi, je me pose. Mais nous sommes Congolais, nous sommes conscients, il faudrait que la guerre cesse. Je pense l'aîné du problème, j'insiste, ce sont des intérêts économiques. Il va falloir que chacun vienne avec ses prétentions pour discuter ensemble comment résoudre les problèmes de manière définitive. Je voudrais rebondir par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire en disant, non, voilà, après le dialogue, il y aura peut-être des sanctions qui vont suivre, notamment sur le plan judiciaire, mais moi, je vois les choses autrement parce que je me dis, déjà, pendant les négociations, je pense qu'il y aura des questions qui seront sur table, notamment le blanchiment ou sinon d'abandonner toutes les poursuites qui sont engagées ou qui pourraient être engagées contre, n'est-ce pas, le membre, n'est-ce pas, du M23. Parce que cela susciterait, n'est-ce pas, la colère et qu'il y a une partie qui a renoncé aux engagements qui seraient signés en ce moment-là. Parce que je ne pense pas que sur la table des négociations, lorsque le Rwanda viendra, pourrait, n'est-ce pas, laisser à la merci, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, de tous ces ressortissants qui auraient commis des affres de la guerre sur le territoire congolais. Et donc, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des garde-fous pour que cette paix tant vantée par tous puisse se démêler. Vous savez, il y a plusieurs accords qui avaient été signés. Mais aujourd'hui, vous verrez, hier, il y a un accord qui a été signé. Quelques années plus tard, la guerre va encore ressurgir sur le territoire national. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que si chacun
après avoir signé des accords, si chacun, n'est-ce pas, des parties contractantes n'arrive pas à bénéficier ce dont il s'est engagé ou s'est engagé, c'est à ce moment-là que la guerre peut ressurgir. Et donc, il va falloir qu'il y ait des gages, des garanties pour chacune des parties pour que la guerre ne puisse plus refaire surface. Avant d'arriver à vous, je reviens chez M. Roger. Vous avez compris ce que Maître dit. Si je comprends, paix des braves, que vous dites que voilà, il faudrait quand même, etc. Ça signifie en quelque sorte que les discours des génocides, il faut les laisser, il faut l'abandonner. Les élaguer. Hein. Paix des braves, ça veut dire pas de justice, pas de réparation, pas de vérité. Et paix des braves signifie peut-être aussi abandonner la mémoire de nos 15 millions de Congolais qui sont morts. Comment vous analysez ça? Bon, ça c'est la volonté de la communauté internationale, parce que moi je ne connais pas tellement de Rwanda, hein, parce que derrière lui il a une force, parce qu'il est soutenu par l'Union européenne, il est soutenu par les États-Unis d'Amérique, qui constitue la force occidentale qui dirige le monde, pour leurs intérêts géoéconomiques dans la région des Grands Lacs. Donc ils ne veulent pas la paix dans la région des Grands Lacs. Voilà la mission, l'EAC est arrivée, l'armée. Mais après, combien de temps? Ils sont rentrés. Est-ce qu'il y a eu des solutions? Il y a une paix durable. Les rôles de la MONUSCO, quand MONUSCO est arrivé ici, c'était Monique en 99. Voyez la résolution. Monique arrive en 99 soutenir Laurent Désiré Kabila. Puis nous étions agressés. La guerre de 99 avec RCD Goma, soutenu toujours par le Rwanda. Arrive. Jusqu'en 2009, Thomas Lokondo va dire on doit changer de mission. Il a fait la pression. Fait Thomas Lokondo à l'époque sénateur. Il dit on doit changer de mission de la MONUSCO. On va de Monique, ça devient MONUSCO pour stabiliser. Mais depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Monsieur Journal. Rien n'est stabilisé. Rien, absolument rien. Ça, je dis ça clairement devant l'opinion nationale internationale. Il n'y a rien comme solution. Ça prouve qu'il y a une complicité. Mais quand même, quand un mec a dit quelque chose, la représentante, c'est pas un mec, il y en a qui la représentante de l'ONU qui avait dit qu'ils avaient des armes, Bintou Keïta, la Guinéenne, la maman de la Guinéenne, la représentante du secrétaire d'État, secrétaire général de l'ONU, il a une arme, mais bon, il a des armes beaucoup plus sophistiquées que le MONUSCO. Comment concevoir une chose comme ça? Une mission qui est une mission onusienne. Votez pas une résolution du Conseil sécuritaire, quelques chiffres. Mais une rébellion qui a un armement national militaire plus puissant que l'arsenal militaire de la MONUSCO. Vous ne voyez pas ça, Anguille Soroche? Il y a quelque chose de complicité sur le plan international. Nous devons réfléchir. On doit éviter les sentiments de fanatisme aveugle. Soyons pragmatiques sur le terrain. Moi, je suis pragmatique. Je trouve qu'il y a complicité à la communauté internationale. Parce qu'il y a des gens qui... Ok, monsieur Roger, vous êtes internationaliste. Oui, vous dites que vous trouvez qu'il y a complicité sur le plan international. Maintenant, la main tendue de Tshisekedi par rapport à cette paix des braves, est-ce que ça peut nous amener à une solution? Non. Donc, je vois que vous êtes sceptique. Très sceptique. Je suis vraiment pessimiste. Parce que Kagame sa tête, pourquoi? Il a des intérêts à gagner. Mais là, les Rwandais devenaient donc c'est encore du gâchis. Donc Tshisekedi n'a pas bien agi. Bon, il est en train de tenter que 40 nations. Il doit maintenir l'unité de la cohésion nationale. Il ne peut pas se laisser faire. En des fonctions politiques, il a la responsabilité. Mais là, c'est pour dire que la nation, j'ai tendu la main. Il prend à témoin la communauté nationale comme la communauté internationale. Mais cette communauté internationale qui est complice. Qui est complice. Mais il faut que les gens sachent cela, c'est très important pour les Congolais. Nous ne voulons pas accepter ça. Mais pourquoi tous ces gens qui sont allés derrière Kabila vient de recevoir, ils nous viennent d'organiser un forum, je sais pas, une réunion à Nairobi. Hier à Nairobi. J'ai vu Jean-Claude Mvemba, j'ai vu Matata Pogno, Franck Diongo, beaucoup de gens. Ils sont allés pourquoi? Parce qu'il y a une complicité de la communauté internationale. Tout ce de plan machiavélique, c'est pour détruire, anéantir la puissance de l'armée congolaise. Pourquoi il y a eu des mixages de brassage depuis... Ce n'est qu'une suspicion. Ah non, il y a des preuves tangibles qui le prouvent. Ce n'est qu'une suspicion. Non, il y a des preuves. En tout cas, il y a des preuves tangibles. Les gens sont conscients de ça. Même Kagame lui-même est conscient. La communauté internationale, toutes ces grandes puissances, elles sont conscients de cela. Les deals, moi je me l'avais dit. Il devait signer, depuis le mois de juillet, des chefs de l'État.
Les deals, non, nous avons... Non, nous avons suivi que les équipes sont en train de travailler. D'ailleurs, hier, notre Premier ministre était aux États-Unis d'Amérique. Il y avait même une conférence, j'ai vu une conférence là. Oui. Donc espérons que... Il y a l'équipe américaine et l'équipe congolaise qui sont en train de travailler. Ensemble, hein? Oui, bon, voyons voir. Mais jusqu'à moi, je suis encore sceptique. Je connais les jeux des Occidentaux. Ils ne sont pas honnêtes, ils sont tellement hypocrites. Ils jouent un jeu sale contre les démocrates. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà mijotés. Ok. Bon, ça c'est votre point de vue. Mon frère Yannick, vous avez suivi. Nous parlons de cette main tendue de Tshisekedi à Paul Kagame. Paix des braves. Qui n'est rien d'autre qu'une abdication morale. C'est ça que nous pouvons comprendre. Alors, comme nous avons dit, si nous revenons au camp de Faché, nous avons dit que c'est une volonté manifeste de notre chef d'État de retrouver la paix, de stopper l'hémorragie. Mais comment cette main tendue a été perçue du camp de Kagame? C'est pour cela qu'on dit, est-ce que ça a été accepté du moment où Kagame est en train de contrôler la partie Est? Pour lui, c'est ça l'objectif, donc ils n'ont pas besoin de cette paix-là, de cette main tendue-là. Et on va juste ajouter quelque chose, je vais juste ajouter quelque chose pour répondre à mon co-débatteur. Vous voyez, c'est pour cela que je dis, si Kagame mordait à la maison, j'ai bien dit, c'est un jeu de sommes nulles. Là où quelqu'un gagne, l'autre perd. Si Kagame mordait à l'hameçon et que Kagame voulait qu'il y ait une paix, chose qui est absurde, bon, il y a une supposition, hein, chose qui n'est même pas, c'est irréel, c'est une utopie. Alors je dis, si Kagame acceptait, on ira dans une paix bilatérale. Ça sera un dialogue bilatéral, une négociation bilatérale. Et dans cette négociation-là, oui, il y aura... Oui, parce que le chef de l'État a dit qu'il n'y a que moi et vous, Kagame, nous deux, nous pouvons donner la solution à ce problème. Ok. Ok, vous avez posé une question très fondamentale au début. Derrière Kagame, il y a des firmes multinationales. Derrière Kagame, il y a des grandes puissances. Et quand deviendront ces grandes puissances-là lorsqu'il y aura la paix? Est-ce qu'ils vont gagner quelque chose par rapport à cette paix-là? Puisque nous ne devons pas ignorer, en relation internationale, on pose des actes par rapport aux intérêts. Quel est l'intérêt du Rwanda à faire la paix avec la RDC? C'est ce que nous devons nous demander. Quelle est la paix? Quel est l'intérêt du Rwanda à vouloir faire la paix avec la RDC? Qu'est-ce qu'il aura à gagner? Qu'est-ce que ces firmes multinationales qui sont derrière lui, qu'est-ce que ces grandes puissances qui sont derrière lui vont gagner par rapport à cette paix-là? Il n'y aura rien. Je viens. C'est pour cela que je dis ceci. S'il y aura, au cas où il y aura la paix, pour répondre à mon ami, c'est une négociation bilatérale. Or, une négociation bilatérale n'engage à rien les institutions juridiques internationales. S'il faut rattraper quelqu'un par rapport à ces actes qu'il a commis sur le plan international, il sera toujours rattrapé. Peu importe les négociations bilatérales que vous... Ça n'engage que la RDC et le Rwanda. C'est pour cela que je dis, si c'est juste... S'il vous plaît, vous dites quelque chose qui a attiré mon attention. Voilà. Vous dites que... Je dis ceci. Tout ce qu'ils vont faire, ça va se faire dans le cadre bilatéral. Et qui dit bilatéral, ça veut dire les deux États. Ok. Et que... S'il y a d'autres responsabilités qui seront engagées sur le plan international, ça n'engage pas les institutions pénales internationales. C'est ce qui veut dire que la crime contre l'humanité, mais si vous avez commis, actionné à tout moment. C'est pour cela que je dis Kagame est très très prudent. Il sait que même si nous engageons un processus de paix avec la RDC, cela n'enlève à rien les crimes que nous avons commis en RDC. Mais Fachi est très prudent et très intelligent. Il sait que même si nous engageons un processus de paix avec Kagame, même s'il y aura des charges, même si nous allons parler autour d'une table, nous allons parler, nous allons faire des concessions, qu'il n'y ait plus de charges. Ça, ce sont des concessions bilatérales. Sur le plan international, les crimes resteront toujours comme ça. À tout moment, on aura à activer ces crimes-là, ça serait ainsi. Mais pour cela, pourquoi Kagame aujourd'hui c'est comme si on est en train de les zapper sur le plan international. C'est pour cela que je rejoins mon frère. C'est parce que la communauté internationale est hypocrite. Aujourd'hui, la communauté internationale joue le jeu de Kagame. C'est pour cela. Mais si aujourd'hui, la communauté internationale et Kagame ne jouent plus le même jeu, vous verrez dans ce laps de temps, il sera enlevé. Il y aura des responsabilités internationales. Vous êtes des internationalistes. Ouais. Vous connaissez comment se passent les relations entre les États. Tout à fait. Mais comment vous pouvez nous expliquer que cette communauté internationale puisse mieux s'attacher à Kagame
un petit pays, une petite province de la RDC. Très bien. Et au lieu de s'attacher à la RDC. À la RDC, c'est un continent. C'est quoi au juste sur le plan international? Géologique, avec ses atouts. Oui. Comment vous pouvez nous expliquer une histoire comme ça? Très bien. C'est une question de lobbying et de diplomatie. C'est pour cela que j'ai voulu même atterrir sur ça. Merci beaucoup pour la question, puisqu'elle est beaucoup pertinente. Qu'est-ce que la RDC, qu'est-ce que le Rwanda fait pour qu'il attire les investisseurs internationaux, pour qu'il attire la sympathie de la communauté internationale, que nous ne sommes pas en mesure de faire? Voilà. C'est juste une question de discipline politique, c'est une question de philosophie politique et de la diplomatie. Écoutez, M. Chambou, je vais vous dire une chose. On ne négocie pas les partenaires en période de guerre, non. Nous avons tendance à négocier les partenaires lorsque nous sommes dans des difficultés. Le Rwanda, lui, il tisse des relations en période de paix. Vous verrez, il a des partenaires pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il sait conserver les partenaires. Il sait amadouer les partenaires. Pendant plus de 30 ans. C'est un partenaire d'antan. Mais, monsieur Yannick, comment avoir des partenaires pendant les temps de paix? La RDC est en guerre pendant 30 ans. Je vais vous dire une chose. Nous sommes en guerre, ça fait 30 ans. Le problème, comment vous voulez que ça soit dans un temps d'accalmie? Ce temps va venir d'où? Parce que tous les présidents qui se sont succédés ici se retrouvent dans la guerre. Nous avons des enfants nés dans la guerre, grandissent dans la guerre, on est dans la guerre. Je vous dis, M. Kagame, tel que vous le connaissez, c'est quelqu'un de paisible ou de belliqueux? Il est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en guerre, il est tout le temps en patrouille, il envoie. C'est pas seulement. Il est tout le temps en guerre. Il a des partenariats. Bon, non, s'il vous plaît. Non, moi je regarde ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est un problème de philosophie politique, c'est un problème de. Vous dites que le problème chez nous, on négocie les partenariats pendant la guerre et que Kagame le fait pendant les temps d'accalmie. C'est ce que vous avez dit. Mais moi, je vous dis, comment nous allons, notre gouvernement ici est venu dans la guerre, a trouvé la guerre, ça fait 30 ans. Bon, quel est le moment approprié, le moment indiqué où ils peuvent maintenant lisser le partenariat? Le problème du Rwanda, ils ont un président qui a une philosophie, et sa philosophie est constante pour des décennies d'années. Je vous dis une chose. Lorsque M. Donald Trump est venu au pouvoir, il a parlé avec M. Félix Tshisekedi. Heureusement, M. Félix Tshisekedi, qui est intelligent, il lui pose la question. Mais vous voulez qu'on vous soutienne? Vos secteurs miniers là, les entreprises minières là qui exploitent les minerais congolais sont des entreprises chinoises. Pourquoi vous nous avez chassés de la République démocratique du Congo et vous voulez qu'on vienne vous sécuriser? Heureusement, M. Félix Tshisekedi était très prudent. Il lui dit, nous avons chassé aucune entreprise américaine. Mais vous avez quitté le sol congolais par vous-même. C'est pour cela, comme il y avait un vide, les Chinois sont venus. Pour dire que nous ne savons pas conserver les partenaires. Tantôt nous avons des Américains, tantôt nous avons des Chinois, tantôt nous avons des Anglais. Nous ne savons pas à qui nous tourner. Et lorsque nous sommes au moment de guerre, lorsque nous sommes au moment de grandes péripéties, nous ne savons pas à qui nous en tenir. Aujourd'hui, nous sommes avec les Américains. Mais vous savez qu'il y a un moment donné, Fatih est allé à la Russie. Mais vous savez, Poutine a décliné l'offre parce qu'il sait, à un moment donné, il lui a dit, vous étiez avec les Américains. Non, il y a des partenaires qui sont sérieux. Vous venez chez lui, il vous dit, vous restez avec moi. C'est comme un mariage. Mais comment vous êtes à tout moment, vous êtes avec les Américains, vous êtes avec les Chinois, à un moment donné, vous êtes avec les Anglais, à un moment donné, vous êtes avec les Sud-Africains. Vous n'avez pas de sous-bâtiment, vous n'êtes pas fixe, vous n'avez pas d'ossature. Or, le Rwanda, lui, lorsqu'il a un partenaire, il est avec lui pour des moments indéfinis. Non, mais le Rwanda, à tout le monde. Parce que vous avez dit, il a la communauté internationale. La communauté internationale, ce n'est pas seulement l'Amérique, ce n'est pas seulement la France. Donc, il a la France, il a la Grande-Bretagne. Laissez-moi vous dire. La Pologne, qui disait qu'au sein du Rwanda, au sein du Pologne. Laissez-moi vous dire. Attends, je vous écoute, j'en viens. Lorsque les Rwandais ont dit, il a la communauté internationale. Alors, on va déterminer les choses. La communauté internationale, on voit beaucoup plus les Occidentaux. Alors, pourquoi la Pologne peut dire que vous touchez le Rwanda, vous touchez la Pologne? Parce que le Rwanda soutient les Américains. Il sait que lorsqu'il va sécuriser le Rwanda, il a la sympathie directement des Occidentaux. Parce que la Pologne, c'est l'acolyte des Occidentaux. Le Rwanda aujourd'hui, la communauté internationale nous voit beaucoup plus les Occidentaux. Mais regardez le Rwanda avec les pays orientaux, c'est-à-dire les pays saoudiens, avec la Chine, il n'y a vraiment pas de relations diplomatiques fiables. Regardez le Rwanda avec la Russie.
Alors moi, je dis ceci. Comme le Rwanda a tissé des relations solides avec les Occidentaux, aujourd'hui, je sais que, j'avais dit, les faits et phénomènes sociaux sur la scène internationale sont dynamiques. Peut-être que ça changera au fil du temps. Ça va changer. Là, on essaie, il y aura un jour, la communauté internationale se tournera contre les Rwandais. Mais pour aujourd'hui, les Rwandais et la communauté internationale, ils ont la même... Laissez-moi terminer. Alors, je dis ceci. En ce qui concerne notre politique étrangère, mais c'est ayons un partenaire fiable, ayons une parapluie. C'est quoi une parapluie? Quelqu'un, on peut se cacher. Aujourd'hui, nous n'avons rien, nous n'avons personne à qui nous pouvons nous cacher. On se fie aujourd'hui aux États-Unis, mais les États-Unis jouent le double jeu. Ils jouent le double jeu. Il est parfois avec nous, il est aussi avec les Rwandais. Mais il y a un moment donné, si nous sommes allés chez les Russes, on ne parlait pas le même langage aujourd'hui. Mais pourquoi Fachi tend la main à Kagame aujourd'hui? Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce moment de tendre la main à Kagame? C'est parce qu'il a compris qu'il n'a personne. Il n'a personne. Partout où il va, Kagame est là-bas. Partout où il va, toutes les portes qu'il touche, Kagame est déjà là. Nous devons nous dire la vérité. Il faut aller maintenant là où Kagame n'est pas là. Toutes les portes qu'il touche, Kagame est là. C'est ce qui justifie votre pessimisme. Parce que vous m'avez dit que cette main tendue ne vous rassure pas. Vous ne voyez pas qu'il y aura... C'est au vu, n'est-ce pas, de la réaction même rapide, n'est-ce pas, du Rwanda, lorsque le ministre des Affaires étrangères rwandais déclare que ce n'était pas le lieu indiqué, ce n'était pas le moment indiqué pour pouvoir lancer, n'est-ce pas, cette main tendue. Mais je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit ici, parce qu'on vous parle des partenaires fiables et puis on évoque une certaine exclusivité en termes de partenariat. Écoutez, en ce qui concerne d'abord, n'est-ce pas, les investisseurs, là nous parlons, n'est-ce pas, du climat des affaires qui doit être assaini, et il y a plusieurs, n'est-ce pas, enjeux qui entrent en ligne de compte, notamment la paix qui est, n'est-ce pas, d'abord essentielle pour attirer les investisseurs sur un territoire national. Et au-delà de tout, il y a aussi l'arsenal juridique qu'il faudrait, n'est-ce pas, adapter par rapport aux réalités économiques. Je vais rebondir ici, je vais parler, n'est-ce pas, évoquer les cas, n'est-ce pas, du code minier sous Joseph Kabila lorsqu'il a été révisé, vous savez, et que cette réforme a fait des bruits. Certains, n'est-ce pas, partenaires internationaux qui ont eu à réclamer par rapport à cette modification, n'est-ce pas, du code minier qui a apporté, n'est-ce pas, plus d'avantages à la République démocratique du Congo, à ce que je sache, plus que rien, disons, en rapport avec, n'est-ce pas, ces différents investisseurs. Et au-delà de tout, il y a aussi le secteur de la justice qui devrait garantir, n'est-ce pas, les investisseurs une fois qu'ils sont sur le territoire congolais. Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce climat des affaires, je pense qu'il y a un certain temps, dans notre pays, il y a l'ANAPI, n'est-ce pas, qui s'est déployé, n'est-ce pas, pour vendre l'image de la République démocratique du Congo, comment appeler les investisseurs à venir investir chez nous au Congo. Bon, je me pose la question, est-ce qu'il faut exclusivement se tourner vers un seul partenaire? Nous parlons par exemple les domaines miniers qui attirent, n'est-ce pas, assez d'investisseurs. Est-ce qu'il faut avoir un seul partenaire? Ou encore, il faudrait en avoir plusieurs questions de négocier là où ça pourrait apporter tant de dividendes au bénéfice de la République démocratique du Congo et de rester avec ses partenaires. Parce que c'est une question, une relation ou une coopération de gagnant-gagnant autour d'une table lorsqu'il y a des questions économiques qui sont négociées entre deux États. Chacun sauvegarde ses intérêts. Qu'est-ce que je gagne? Et en ce qui concerne la crise que nous sommes en train de vivre, nous disons derrière Rwanda, il y a les multinationales. Moi, je me dis, pour que cette question soit résolue aussi de manière efficace, si jamais les Rwandais n'arriveraient, n'est-ce pas, à faire droit, n'est-ce pas, à la demande du président de la République, il va falloir... N'arrivera jamais. Si, c'est une hypothèse. Okay. Si jamais. Donc, il va falloir pour la République démocratique du Congo de pouvoir identifier toutes ces puissances, toutes ces nations qui sont derrière les Rwandais pour, n'est-ce pas, collaborer, traiter directement avec la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est la meilleure politique. Cette fois-là, si ces partenaires-là rwandais trouveraient leur part dans les négociations directes avec la République démocratique du Congo, certainement ils vont tourner le dos, n'est-ce pas, au Rwanda. Parce qu'ils sont là pour financer le Rwanda et le Rwanda est là pour fournir, n'est-ce pas, les minéraux de la République démocratique du Congo, ils se retrouvent. Mais si jamais nous traitons directement avec ces partenaires, donc il y a un problème qu'il faut identifier. Que la République n'a pas fait l'effort pour entrer en contact avec les autres pays là, à votre connaissance? Les autres pays, je pense qu'à chaque fois que nous avons sollicité, je dirais, l'implication de toutes ces puissances, l'objectif, la philosophie, c'était la condamnation, n'est-ce pas, du Rwanda.
Ici, vous savez, l'on a sollicité la main tendue, n'est-ce pas, des États-Unis pour que Paul Kagame soit condamné. Alors que si les États-Unis profitent, n'est-ce pas, de l'exploitation minière par l'intermédiaire, n'est-ce pas, du Rwanda, je pense pas que le Rwanda, disons, les États-Unis pourraient, n'est-ce pas, en soi rompre ses relations, n'est-ce pas, avec le Rwanda. Donc, ces questions de ne pas aller de manière diplomatique solliciter seulement la condamnation ou que sais-je encore, mais de négocier, n'est-ce pas, de manière économique, sauvegarder les intérêts de tout un chacun pour que cela puisse collaborer directement avec la République démocratique du Congo au lieu de passer par le Rwanda. Le président de la République, à un certain moment donné, s'était posé la question lorsqu'il parle, n'est-ce pas, du partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi ne pas discuter directement avec la République démocratique du Congo que de passer, n'est-ce pas, par l'entremise du Rwanda? Le mieux serait de discuter, il y aura une, n'est-ce pas, exploitation aisée et licite de minerais sans pour autant, n'est-ce pas, qu'il y ait des tueries, sans pour autant qu'il y ait, n'est-ce pas, ben de ça. Voilà moi ma philosophie. Je pense qu'il faut discuter si jamais Paul Kagame ne va attendre sa main, comme l'a si bien demandé le président Félix. Essayer d'identifier toutes ces multinationales, n'est-ce pas, qui sont derrière les Rwandais et discuter ensemble. Je pense que voilà, merci, maître. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ecopolis RTV, nous évoluons, nous allons vers la fin. Vous avez compris, nous faisons la lecture, l'analyse de la main tendue de Félix Tshisekedi à Paul Kagame pour ce qu'on a appelé paix des braves. Et vous avez suivi les scientifiques avec qui je suis sur ce plateau. Ils analysent. Ici, je n'ai pas voulu inviter les politiciens aujourd'hui. On réfléchit. Hein? C'est la science qui prime aujourd'hui. Je suis avec les internationalistes et puis les juristes. Je me retourne vers Roger. Nous avons suivi tout ça. Vous avez parlé. Vous avez montré que il y a une certaine faiblesse, il y a peut-être la malignité du chef, ceci, cela. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais je me dis, s'adressant aux Congolais de Bruxelles, de Belgique, le samedi, Tshisekedi a dit, on doit poser toutes ces questions par rapport à sa sortie médiatique au cours de ces forums. Mais en conclusion, il a dit, je suis très, très, très loin d'être faible. Alors que, tel que nous avons analysé ici, vous avez semblé montrer qu'il est dans la faiblesse. Que pouvons-nous dire en ce moment? Bon, moi je voudrais intervenir. Oui, je m'adresse à vous. Alors, la faiblesse c'est quoi? Lui est conscient qu'il n'a pas une armée pour gagner cette guerre, pour repousser les ennemis, parce que les deux provinces sont occupées, le nord et le sud, qui vont entre les mains des rebelles. C'est une grande partie du pays où se trouvent les grandes richesses qui échappent au contrôle du pouvoir central de Kinshasa. 2. Tous les balais diplomatiques pendant ces 6 ans de règne, depuis qu'il avait prêté serment au premier mandat le 24 janvier 2019, si je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire, ça n'a pas donné des escomptés. Mais c'est que fait la force du Rwanda? C'est le lobbying Tutsi. Ils ont un lobbying très fort comme le lobbying DUF. Parce que l'Israël est le pays qui bénéficie de l'aide financière internationale la plus importante au monde par les Américains. Qui les soutiennent les Américains. Mais même ils ont créé ce lobby, comme ils sont minoritaires. Ils ont créé un lobby très fort. Parce que tous ils sont en Ouganda, ils sont au Rwanda, ils sont au Burundi. Parce qu'à l'époque, le président Juvenal Abayerimana, un Hutu, qui a régné pendant plusieurs temps, il n'y avait pas ce problème que les Rwandais étaient soutenus par la communauté internationale. Mais depuis que Kagame est arrivé, ils ont tout fait pour que Museveni vienne comme président 86 en Ouganda. Il s'est retrouvé minoritaire de l'Ouganda. Un Tutsi président. Il va préparer le FPR, Réforme patriotique rwandais. Parce que Kagame était le chef des services de renseignement de Museveni. Il prend le pouvoir, mais il faut constituer l'Empire Hima. L'Empire Hima, c'est quoi? Un Tutsi en Ouganda, un Tutsi au Rwanda, un Tutsi au Burundi. Parce qu'il y a toujours des démêlés entre le Rwanda et le Burundi. Parce que le président burundais est Hutu. Mais les Occidentaux soutiennent ces lobbying. C'est ce qui fait la force de Kagame. Ils ne veulent pas venir en coopération bilatérale. Les Congolais sont incapables d'organiser aussi des lobbying? Ah, on ne sont pas capables. Jusqu'à là, parce que le lobbying, pour défendre nos intérêts internationaux. On ne veut pas ces lobbying. Contrairement aux Juifs, contrairement aux Tutsis et aux Maasai de Kenya. Yannick, c'est aussi un problème. Je suis très, très loin d'être faible, a dit Tshisekedi. Votre réaction? Ce ne sont que des discours, ce sont des mots.
Ce sont des discours. Je vais vous donner un exemple clair et net. Lorsque les États-Unis ont frappé l'Iran, ils ont frappé les sites nucléaires iraniens, qu'est-ce que le chef d'État iranien a dit? Vous n'avez rien touché. Nous continuons toujours notre politique nucléaire. Mais tandis que c'était que des mots. En réalité, comme ça, les États-Unis ont frappé les différents sites iraniens nucléaires. Donc, pour dire qu'il y a des jeux de mots, pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut sauver sa face, non, vous savez, je suis loin d'être faible, et voilà, patati patata, machin. Mais on vérifie la faiblesse d'un État par des faits. Les faits sont là. Si vous êtes fort, alors il faut protéger l'intégralité du territoire congolais dans son entièreté. Vous devez être en mesure de protéger l'ensemble du territoire national congolais. Si l'un du parti du territoire vous échappe, puisque il y a une méthode systémique qui dit, la méthode systémique, c'est une méthode où on voit l'ensemble d'éléments dont la modification d'un élément entraîne la modification de tout un ensemble. Aujourd'hui, nous vivons, la RDC, c'est un tout, c'est un ensemble. Mais il y a eu une modification. Deux éléments sont partis, dont on ne parle plus aujourd'hui de la République démocratique du Congo, puisqu'il y a modification d'un élément. Or, aujourd'hui, on parle de deux éléments, c'est-à-dire de deux provinces. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine faiblesse qui se manifeste, qui se voit. Ce ne sont pas des jeux de mots, puisque tu es loin d'être faible, ok, d'accord, ce sont des discours. Mais sur le plan des faits, ce qui se voit, ça se voit. Merci. Lusonso Tshisekedi dit « Je suis très, très loin d'être faible ». Ça, c'est sa phrase. Je crois que ce sont des propos d'un responsable. Pourquoi je l'ai dit? C'est lui le premier citoyen de la République démocratique du Congo. À supposer aujourd'hui, il nous disait que non, voilà, il est faible. C'est de plonger toute la population congolaise dans la désolation. Et donc, il faut réarmer, n'est-ce pas, les mentales du Congolais lorsqu'il dit qu'il est c'est un discours de réarmement moral. Effectivement. Ça, c'est ma lecture. Imaginez, n'est pas vrai. Naturellement, au regard des faits que nous venons de décrier. Au regard des faits. Donc, il y a des faiblesses, nous avons reconnu. Des faiblesses du genre, le territoire est occupé. Alors que nous sommes un État souverain, nous devrions nous assumer en principe. C'est une faiblesse. Mais lorsqu'il tient ces mots, je suis fort, c'est une manière de dire que non, voilà, je ne suis pas désespéré. Et que la population congolaise ne peut pas aussi désespérer. Et que nous continuons à nous battre pour que la paix revienne à l'est du pays et que les sangs cessent de couler. C'est cela, en fait, la philosophie. Si jamais un père de famille vous dit, en tout cas, voilà, moi je suis fatigué, imaginez la suite, ça sera la débandade totale. Donc moi je pense que ça valait la peine qu'ils disent ainsi pour essayer de réarmer, n'est-ce pas, les mentales, n'est-ce pas, du peuple congolais. Ok, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous donner le temps de conclure. Je commence avec Roger. Okay. Votre conclusion? Ma conclusion est celle-ci. Donc le président de la République est dans l'obligation de continuer avec les balais diplomatiques. Comme vous avez dit que le Premier ministre est allé aux États-Unis pour que ces deals américains puissent se réussir. Je pense qu'avec les deals américains, ça peut aider le Congo à sécuriser la partie orientale et à bouter dehors tous ces supplétifs-là de M23 FC pour que la paix revienne totalement dans notre pays. C'est ça mon credo. Yannick Nsabou. Ma conclusion est à deux volets. Le premier, il est beaucoup plus interne. Je vais interpeller le chef de l'État de savoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons constaté dans des institutions, dans des représentations diplomatiques, il y a des représentants non qualifiés. Envoyer des personnes qui sont qualifiées, non qualifiées. Okay. Nous devons avoir ceux qui ont fait les droits internationaux ou ceux qui ont fait les relations internationales dans des postes diplomatiques et dans des représentations diplomatiques. Mais nous avons constaté, il y a le clientélisme, il y a le favoritisme. Vous envoyez vos frères, vous envoyez vos sœurs, vous envoyez vos patati patata. Et résultat, vous êtes obligé de faire des tournées vous-même. Parce qu'il n'y a personne pour faire des tournées à votre place. C'est déjà un fait. Donc, on ne vous s'y plaît pas. Il y a il doit y avoir des délégations. Quelqu'un qui peut travailler à votre place et vous faites autre chose. Mais vous êtes obligé de tourner, vous êtes obligé d'aller à travers le monde pour aller toucher ça et là, pour savoir que vous contracter certains investissements, chose que d'autres représentations diplomatiques peuvent faire facilement. Pourquoi? Parce que vous avez mis des personnes qui sont incompétentes ou incapables. Deuxième volet,
Monsieur le Président, vous avez touché les instances internationales, notamment les organisations internationales, vous avez touché les grandes puissances, je parle des grandes puissances occidentales. Mais vous n'avez pas touché les sociétés multinationales. Il y a, je crois, une convention du Conseil national, conférence nationale sur le commerce et le développement, CNICED, qui a dit ceci: lorsque les États puissants ne vous aident pas, il faut aller aux firmes multinationales. Vous ne touchez pas les firmes multinationales. Aujourd'hui, les sociétés multinationales deviennent les acteurs les plus fortes parmi les différents acteurs des relations internationales. Si un État puissant ne veut pas vous aider, allez toucher les firmes multinationales. Ils sont là, ils sont forts et ils peuvent vous aider, ils peuvent vous donner des moyens nécessaires pour vous armer. Et en outre, allez toucher la Russie, allez toucher, causer avec le gouvernement russe. Le gouvernement russe peut vous envoyer un arsenal ou une coopération militaire. Aujourd'hui, la RDC a besoin d'une coopération militaire. Une coopération économique vient lorsqu'il y a une coopération militaire en amont, puisque la coopération militaire protège le secteur économique. Même lorsque vous avez des investisseurs économiques, mais s'ils ne sont pas protégés, ils ne viendront pas, ou ils seront saccagés, chose que nous vivons aujourd'hui en RDC. Mais si vous avez déjà en amont une coopération économique, vous avez déjà un État puissant qui vous sécurise, les autres partenaires économiques seront sécurisés et ils viendront directement, sans pourtant qu'il y ait d'autres gymnastiques. D'où, aujourd'hui, moi, je ne vois que la Russie. Il faut qu'il y ait une très bonne diplomatie avec la Russie. S'il faut céder certains intérêts congolais, faites-les, faites des concessions pour l'État congolais. Sécurisez-vous. Pour vous sécuriser, il faut qu'il y ait un État puissant. S'il faut toucher la Russie, touchez la Russie. S'il faut toucher la Corée du Nord, touchez la Corée du Nord. Vous voyez? Donc ce sont des États que nous devons avoir comme des États. J'avais parlé auparavant des parapluies. Il faut avoir des parapluies sécuritaires, des parapluies militaires. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une coopération militaire comme le Mali, comme le Burkina, comme l'autre pays là, le Niger. Ils sont sécurisés par la Russie. Aujourd'hui, vous frappez le Mali, vous aurez derrière vous la Chine, les États du BRICS. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sécurisés parce que nous n'avons pas un parapluie, nous n'avons pas un État puissant. Si aujourd'hui, nous avons ne fût-ce qu'un État du BRICS, comme État puissant, comme partenaire militaire, nous serons au moins sécurisés. Lorsque je parle des États du BRICS, vous le savez, nous avons le Brésil. Mais la RDC est allée vers l'Amérique, la plus grande puissance du monde. Mais je vous ai dit, les États-Unis jouent double jeu. Les États-Unis partenaires de la RDC, les États-Unis est partenaire du Rwanda. Ils ne pouvaient que faire des concessions entre les deux États. Est-ce que vous avez déjà vu là où les États-Unis a privilégié les autres États autres que le Rwanda? Le Rwanda a occupé à un moment donné la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez? Donc les Rwandais, comme on venait de le dire, a un lobby très fort. Et le Rwanda a toujours occupé des postes diplomatiques très élevés dans des instances internationales. C'est pour cela que nous devons nous fixer sur les États qui n'ont pas de relations avec les Rwandais. Entre autres les États, la Russie, la Corée du Nord. C'est déjà la fin. Merci. Merci. Et le mot de la fin, je pense que la guerre que nous sommes en train de vivre, c'est une guerre qui est essentiellement économique. Il va falloir que les présidents de la République puissent encore multiplier, doubler les efforts dans ce sens-là, sur le plan diplomatique, identifier, n'est-ce pas, les partenaires avec qui il faut collaborer, mais au-delà de l'aspect économique, l'aspect militaire, la diplomatie militaire qu'il ne faut pas mettre de côté, pendant que le président de la République ainsi que les gouvernements, n'est-ce pas, se lancent sur ces fronts diplomatiques, je pense que les services de sécurité, notamment l'armée, devraient continuer, n'est-ce pas, à se battre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Je pense qu'il va falloir, au regard de la main tendue vis-à-vis de M. Paul Kagame, s'il n'y a pas une suite favorable, il sera question d'identifier le vrai partenaire avec qui il faut discuter de manière franche pour trouver des solutions qui puissent apporter de manière définitive la paix dans la partie est de notre pays. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ecopolis RTV, nous sommes à la fin de ce plateau spécial. Je reçu sur ce plateau 2 internationalistes et un juriste. Nous avons eu notre frère Yannick Nsabou, internationaliste, Roger Dissonama, internationaliste, et Simon Lusonso, juriste. Avec eux, nous avons essayé de réfléchir. Vous avez bien suivi ce qui s'est passé. Nous avons parlé de la main tendue du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à M. Paul Kagame du Rwanda, en vue de ce qu'on a appelé paix des braves.
Il ne nous reste qu'à vous dire merci pour votre attention soutenue. Je dis merci à l'ingénieur Mena et son équipe Tamba et notre stagiaire pour tout ce que vous avez fait à la technique. Merci. Le rendez-vous est pris pour un autre rendez-vous prochainement. Lorsqu'il y a une activité importante, nous allons nous retrouver encore dans le cadre de ce plateau spécial. Au revoir.